Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. 5 ans après l'incendie géant qui avait détruit une partie de Notre-Dame de Paris, le 15 avril 2019, la cathédrale, reconstruite en un temps record, va rouvrir ses portes dans quelques jours. Une grande cérémonie de réouverture sera retransmise dans le monde entier le samedi 7 décembre, suivie d'une messe le lendemain. Dès le dimanche 8 décembre, le grand public pourra aller admirer l'intérieur de l'édifice restauré. Code Source raconte aujourd'hui les derniers préparatifs, l'effervescence et le programme de cet événement historique avec 2 reporters du Parisien, Paul Abran de l'édition de Paris et Vincent Mongaillard qui a couvert ces dernières semaines la dernière ligne droite avant la réouverture. Vincent Mongaillard, le mardi 12 novembre, vous êtes en reportage dans l'église Saint-Séverin dans le 5e arrondissement de Paris. Une chorale d'adultes est en train de répéter ce soir-là et tous ses membres ont une chose en commun. Oui, ils se sont retroussés les manches sur le chantier de Notre-Dame depuis 5 ans et demi. Alors on rencontre parmi eux des compagnons, des charpentiers, des tailleurs de pierre, des archéologues, des architectes, mais aussi des restauratrices de vitraux ou de peintures murales. Ils sont environ une centaine de chanteurs amateurs avec plus de femmes que d'hommes et surtout de tous les niveaux parce qu'on va pouvoir rencontrer des timides qui habituellement ne fredonnent que sous la douche, des pros des partitions comme des profanes de la clé de sol, des cathos qui vont chantonner une fois par semaine à la messe dominicale ou des 100% athées qui ne jurent que par le karaoké. Et alors quelle est l'ambiance dans cette chorale ce soir-là, à moins d'1 mois de la réouverture de Notre-Dame ? Eh bien, plutôt studieuse parce que ces choristes n'ont pas beaucoup répété et que dans quelques semaines, le 11 décembre, ils vont chanter à l'intérieur de Notre-Dame lors d'une messe des donateurs. Et tout ça suscite évidemment un peu de stress. Alors vous nous direz à la fin de cet épisode comment vont se dérouler précisément les cérémonies de réouverture et ce que le grand public pourra en voir. Mais avant ça, on va retracer les dernières semaines, la dernière ligne droite avant que Notre-Dame rouvre ses portes. La cathédrale, je le rappelle, ravagée par un gigantesque incendie le 15 avril 2019. Paul Abran, les dégâts avaient été très importants et le président Emmanuel Macron avait promis à l'époque qu'elle serait reconstruite en un temps record. Oui, rappelez-vous l'image de la flèche qui s'effondre, ravagée par les flammes et qui emporte avec elle la voûte de la croisée du transept. Oh non! Cette croix de la cathédrale Notre-Dame qui s'est effondrée. Les dégâts étaient colossaux, les charpentes ont été réduites en cendres, les toitures de la nef et du transept ont été détruites. Plus de 600 pompiers sont intervenus et ont mis plus de 15 heures pour arriver au bout du feu et sauver Notre-Dame. Et donc dès le lendemain de ce sinistre, le président de la République Emmanuel Macron annonce que la cathédrale sera restaurée en 5 ans. Nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. Et je veux que cela soit achevé d'ici 5 années. Ce qui est un défi énorme, d'ailleurs, dans la communauté du patrimoine, des monuments historiques. On dit presque à l'unanimité que c'est impossible. Et finalement, 5 ans plus tard, la cathédrale va bien rouvrir. Et donc pendant 5 ans, le chantier de Notre-Dame était très important, très actif. C'était presque un village avec de nombreux corps de métier mis à contribution. Ça l'est toujours à l'heure où on se parle. Il y a encore de nombreux corps de métier qui œuvrent chaque jour à la reconstruction de Notre-Dame. Au pic, ils étaient jusqu'à 600 à travailler en simultané chaque jour sur le chantier de Notre-Dame. Des tailleurs de pierre, des sculpteurs, des échafaudeurs, des cordistes, des maçons et j'en passe. Au total, on a plus de 2000 compagnons sur le site et dans les ateliers un peu partout en France qui ont travaillé et qui ont permis au monument d'être restauré, d'être sauvé et puis d'être restauré. On parle de 250 entreprises
Et oui, avec cette ambiance de village où tout le monde se connaît sur le site, où tout le monde passe par les vestiaires le matin et le soir, où tout le monde mange ensemble au restaurant d'entreprise, il y avait vraiment cet esprit de convivialité où tout le monde œuvrait avec un but commun de rendre les clés et de rouvrir Notre-Dame fin 2024. On en vient aux événements les plus récents. Cet été, les nombreux touristes des Jeux Olympiques ont pu admirer la nouvelle flèche qui a remplacé celle conçue par Viollet-le-Duc et qui s'était effondrée pendant l'incendie. Quelques semaines plus tard, en septembre, les cloches de Notre-Dame font leur retour dans la cathédrale. Racontez-nous ce moment. Oui, ce sont 8 cloches. Elles ont été, elles aussi, légèrement endommagées par l'incendie, 2 d'entre elles particulièrement. Et donc, pour être nettoyées et restaurées, ces 8 cloches ont été emmenées dans un petit atelier dans la Manche. Il faut savoir que ces cloches-là ont été fondues en 2013 pour l'anniversaire des 850 ans de la cathédrale. Donc, elles sont assez récentes. Ce sont les cloches du Beffroi Nord. Et donc, ce jour-là, elles arrivent par camion sur le parvis de Notre-Dame. C'est une scène assez symbolique et émouvante. Il y a plein de passants qui n'étaient pas forcément au courant, qui sont là par hasard et qui voient le chantier s'ouvrir à eux le temps de quelques minutes et qui voient ces cloches imposantes arriver au pied de Notre-Dame. Elles seront levées quelques jours plus tard à l'aide de grues jusqu'en haut du beffroi et des premiers tests ont été réalisés sur le chantier. Le mercredi 23 octobre, la ministre de la Culture, Rachida Dati, évoque l'idée de faire payer l'entrée de Notre-Dame quand elle sera réouverte. Qu'est-ce qu'elle propose précisément ? Elle propose une entrée pour les touristes à hauteur de 5 €. Il faut savoir que Notre-Dame est le monument le plus visité de Paris et un des plus visités en Europe avec entre 30 et 50 000 personnes par jour et donc 14 millions de touristes par an. Elle fait cette proposition avec l'argument que le patrimoine religieux en France est en mauvais état. On évoque 4 000 églises en péril sur les 43 000 qui se situent sur le territoire français. Et donc, par cette entrée à 5 €, cela amènerait une manne financière de 75 millions d'euros qui constituerait un plan de sauvegarde du patrimoine français. Voilà la proposition qu'elle fait au diocèse de Paris. Et que lui répond le diocèse de Paris alors ? Le diocèse de Paris évoque le principe de gratuité des églises et des cathédrales en France, qu'il défend et qu'il ne compte pas changer de position sur ce sujet. Et ils ne sont d'ailleurs pas les seuls à s'opposer à cette proposition faite par la ministre de la Culture, puisque le Conseil de Paris, qui réunit tous les élus de la capitale, a voté contre l'entrée payante de Notre-Dame. Une semaine plus tard, Vincent Mongaillard, le mercredi 30 octobre, l'archevêque de Paris annonce que le président de la République, Emmanuel Macron, prononcera un discours pendant les cérémonies de réouverture à l'intérieur de la cathédrale et ça crée un début de polémique. Tout simplement parce que dans un pays laïque comme le nôtre, avec séparation claire de l'Église et de l'État, ça ne passe pas. Ça donne l'impression d'une intrusion du pouvoir politique dans la sphère religieuse. Donc face à la controverse, volte-face, une semaine plus tard, l'Élysée annonce que le président de la République, Emmanuel Macron, s'exprimera sur le parvis de la cathédrale et non à l'intérieur. Paul Abran, le 7 novembre, soit un mois pile avant la cérémonie de réouverture de Notre-Dame, vous interrogez Philippe Jost. Il préside l'établissement public chargé de conserver et de restaurer l'édifice. Pendant l'interview, il vous confirme que la restauration sera achevée dans les temps et il vous parle aussi des installations qui ont été faites pour éviter tout risque de nouvel incendie. Oui, on parle là d'un système de sécurité incendie ultramoderne qui n'existe nulle part ailleurs dans un monument historique tel qu'une cathédrale. On parle de caméras thermiques qui ont été installées dans la charpente, de dispositifs d'analyse d'air pour détecter la moindre surchauffe, la moindre fumée qui pourrait se déclencher, un système de brumisation pareil qui est totalement inédit, qui provoque un brouillard d'eau à la moindre étincelle, à la moindre fumée, des fermes coupe-feu qui ont été pensées quand ils ont reconstruit les charpentes pour éviter ou retarder toute propagation du feu dans les fermes, et puis toutes les colonnes sèches qui entourent Notre-Dame qui permettent d'apporter de l'eau en hauteur ont été repensées, ont été modernisées, ainsi qu'1 kilomètre de canalisation tout autour de l'édifice pour permettre, en cas de feu, un débit d'eau mobilisable beaucoup plus important. Les pompiers pourraient avoir à disposition 600 mètres cubes d'eau par heure. D'ailleurs, 5 ans et demi après le drame, est-ce qu'on en sait plus sur l'origine de l'incendie qui a ravagé Notre-Dame en 2019 ?
L'instruction est toujours en cours, mais on se dirige définitivement sur une piste accidentelle sans savoir précisément l'origine du feu. Des expertises sont toujours exploitées actuellement. Les dernières opérations ont eu lieu sur les zones du sinistre fin 2022, mais aucune mise en examen n'a été faite dans ce dossier-là. On se dirige donc définitivement sur la piste de l'accident. Vincent Montgaillard, au même moment, début novembre, le chantier de Notre-Dame est en deuil après la disparition brutale d'un échafaudeur qui était très apprécié des équipes. Il s'appelait Asdin Edna, il avait 64 ans et il est décédé à son domicile suite à un accident de santé, comme l'a annoncé le responsable du chantier. Pourquoi sa mort provoque tant d'émotions ? D'abord parce qu'il était connu de tout le monde sur le chantier, très affable, toujours de bonne humeur, présent dès le début de l'aventure en 2019, d'abord comme intérimaire, puis embauché comme échafaudeur, chargé d'approvisionner le matériel. Il répétait toujours que Notre-Dame était le chantier de sa vie. C'était sa dernière mission avant sa retraite, prévue dans quelques semaines, en janvier prochain. Ça a provoqué de l'émotion de la part de la base du chantier, des compagnons, mais aussi du sommet de l'organisation du chantier à travers Philippe Jost, par exemple, le président de l'établissement public, mais aussi de Rachida Dati, la ministre de la Culture, qui a tweeté pour exprimer son émotion. Au même moment et depuis la mi-octobre, d'autres objets qui font partie de ce qu'on appelle le trésor avec un T majuscule réintègrent l'édifice. Comment ça se passe ? Alors parmi les objets cultes, on pourrait dire, il y a la Sainte Couronne d'épines qui aurait été portée par le Christ lors de sa crucifixion, acquise par le roi Saint-Louis au XIIIe siècle. Il y a aussi le manteau de Napoléon Ier qui date de son sacre comme empereur dans la cathédrale le 2 décembre 1804. Ce sont des centaines d'objets sacrés qui avaient dû être transférés après l'incendie dans les réserves du Louvre, les coffres du Louvre, et donc qui reviennent ces dernières semaines dans leur maison. Et ils sont ramenés dans des véhicules sécurité, donc avec escorte policière, puisque ces objets sont évidemment d'une valeur inestimable. Pour ce qui est du mobilier qui avait été endommagé pendant l'incendie, est-ce qu'il a été remplacé ? Oui, puisqu'il a été endommagé par l'effondrement de la flèche. Résultat, il a fallu fabriquer un nouvel autel, de nouvelles chaises en bois, ce qui va transformer totalement le décor intérieur de Notre-Dame. À la mi-novembre, vous rencontrez Johan, un étudiant de 24 ans qui a été choisi parmi des dizaines de candidatures pour faire partie des servants de messe durant les cérémonies. Pourquoi a-t-il été choisi et comment est-ce qu'il s'y prépare ? Le rôle d'un servant de messe, c'est de tenir l'encensoir, les chandeliers, les cierges, d'apporter les offrandes, les hosties, le vin de messe aux prêtres qui célèbrent. Et la difficulté, c'est que pour se préparer à servir dans Notre-Dame lors des cérémonies de réouverture, il ne peut pas répéter à l'intérieur de l'édifice. Donc, il est obligé de travailler sur des plans. Donc, ça nécessite de préparer à servir dans Notre-Dame sans y être. Donc, il y aura quand même le jour J une part d'improvisation. Et qu'est-ce qu'il vous dit sur cet événement ? Alors, il y a une très très grande fierté parce que pour un servant de messe, c'est le top de servir à Notre-Dame. Et en même temps, il y a une certaine appréhension parce qu'il n'a jamais pu répéter. Et puis, c'est une cérémonie qui va être transmise en mondovision. Ça veut dire qu'il y a les projecteurs qui vont être braqués évidemment sur les prêtres, mais aussi sur les servants de messe, donc sur lui. Donc ça crée une source de stress supplémentaire. Vincent Montgaillard, on va maintenant faire ce qu'on fait peu souvent dans Code Source. On va se projeter sur ce week-end de réouverture. Le samedi 7 décembre, la cérémonie va débuter donc par une allocution du président de la République dans l'après-midi sur le parvis de Notre-Dame. Qu'est-ce qu'il doit se passer juste après ? On sera en fin d'après-midi, le samedi 7 décembre. L'archevêque de Paris, Monseigneur Ulrich, va, avec sa crosse, frapper à la porte de Notre-Dame. La porte qui va ensuite s'ouvrir. Puis, il va y avoir ce qu'on appelle le réveil des orgues.
une sorte de dialogue entre l'archevêque et les orgues en musique. À partir de là, l'archevêque va pénétrer dans l'édifice, puis la foule en fait va le suivre pour le remplir. Le grand public ne pourra vivre ces cérémonies que de l'extérieur. Des écrans géants vont être aménagés sur le parvis, mais aussi à proximité immédiate sur les quais, ce qui donnera un peu une impression de Jeux olympiques, de cérémonie d'ouverture. Ça va être un événement là très populaire. On attend des milliers de personnes. Au-delà de la messe et des cérémonies à l'intérieur de l'édifice, sur le parvis, il y aura aussi une dimension culturelle avec des concerts et notamment une grande soirée festive le samedi. Et cette entrée très solennelle doit être suivie d'un simple office religieux parce que la grande messe aura lieu le lendemain, c'est ça ? La grande messe solennelle, c'est le lendemain, le dimanche 8 décembre. Et cette messe va être marquée par la consécration de l'autel. D'abord une bénédiction avec de l'eau bénite aspergée par l'archevêque. Puis ensuite, de l'huile bénie, ce qu'on appelle le Saint-Crème, va être répandue sur l'autel. Et c'est comme ça que Notre-Dame va retrouver sa grâce religieuse. Qui pourra assister à ces deux cérémonies ? Alors, n'espérez pas, si vous n'avez pas le carton d'invitation, pouvoir y entrer. Il y aura uniquement des officiels. Alors, on annonce des chefs d'État, évidemment des ambassadeurs du chantier, des compagnons qui ont œuvré à la reconstruction. Il y aura aussi des représentants de chaque paroisse parisienne et de grands responsables religieux de France et du monde entier. On annonce 170 évêques. En revanche, il n'y aura pas le pape François. Le pape François a décidé de ne pas venir, ce qui a suscité une certaine polémique puisque une semaine plus tard, il sera en visite en Corse pour participer à un colloque. Les visiteurs autour de Notre-Dame pourront suivre les cérémonies depuis l'extérieur sur des écrans géants. On annonce aussi un grand concert le soir sur le parvis de Notre-Dame, retransmis par France Télévisions, avec le violoncelliste Gauthier Capuçon, son frère le violoniste Renaud Capuçon, le pianiste chinois Lang Lang, ou encore la chanteuse Angélique Kidjo. Quand est-ce que le grand public pourra visiter l'intérieur de l'édifice ? Pour ce qui est de l'entrée dans l'édifice, il faudra attendre le dimanche à partir de 17h30 pour une première nocturne jusqu'à 22h où le grand public sera autorisé à y entrer, mais dans la limite des places disponibles. Ensuite, tout le long de la semaine qui suit, il y aura des nocturnes jusqu'à 22h. Le conseil que l'on peut donner, c'est d'être patient et d'attendre quelques jours après la réouverture pour essayer de se trouver une place et d'aller admirer ce joyau de l'art gothique. Paul Abran, cette réouverture ne signe pas la fin des travaux de Notre-Dame. Non, pas du tout. Il y a encore tous les extérieurs à réaliser. Il ne faut pas oublier qu'avant même le sinistre du 15 avril 2019, des travaux étaient déjà envisagés sur la cathédrale qui était en mauvais état, des travaux de restauration, notamment de toiture. Là, c'est tout l'extérieur qui va faire l'objet de phases de restauration pendant 3 ans et pour lesquels vont être investis les 140 millions d'euros restants des dons qui ont été réalisés au lendemain de l'incendie et qui se sont chiffrés à plus de 840 millions d'euros. Il reste donc une enveloppe conséquente qui va permettre tous ces travaux en extérieur, sur le chevet, les arcs-boutants, et tout ça pendant quelques années. Vincent Montgaillard, dans Le Parisien, vous avez raconté que certains ouvriers, des artisans, bref, des personnes qui ont œuvré à ce chantier pendant 5 ans, ont tenu à laisser des traces de leur passage pour les générations futures. Oui, c'est quelque chose de méconnu que le grand public ne pourra pas voir à l'œil nu parce que tout cela est caché. Ce sont des charpentiers ou des tailleurs de pierre qui, dans les joints de 2 pierres ou entre 2 poutres assemblées, vont laisser une sorte de signature, un nom, une date, le prénom de leurs enfants,
un signe qui peut être une équerre ou un compas, différents symboles. C'est une manière pour eux de laisser une trace, de dire qu'ils sont passés par là, et quand dans quelques siècles on démontera la voûte, on changera une pierre, on verra leur nom apparaître. Donc c'est quelque part laisser une marque pour les générations futures. Merci à Paul Abran et Vincent Montgaillard. Cet épisode a été produit par Clémentine Spiller, réalisation Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien, parlez-en autour de vous, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur la chaîne YouTube du Parisien. Ne ratez pas non plus notre podcast Crime Story. Chaque samedi, la journaliste Claudia Prolongeau raconte une nouvelle affaire criminelle avec le chef du service police-justice du Parisien, Damien Delseny. Et enfin, si vous voulez nous écrire, c'est possible à cette adresse codesource@leparisien.fr.